an de gestion à la tête de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra n'aura pas déçu, mais bien des défis restent à relever. Au Kenya, l'Assemblée nationale est sommée d'être respectueuse de la loi relative à l'égalité des sexes sous peine de dissolution. La menace est de la haute cour. En Tunisie, l'ancien siège du parti de Ben Ali, sous sa forme rénovée, va enfin rouvrir ses portes. Ce sera pour abriter prioritairement des bâtiments administratifs. Deux mois, c'est le moratoire accordé au Parlement kenyan par la haute cour du pays pour instruire plus de femmes à l'Assemblée nationale au risque de lourdes sanctions. En effet, la Constitution de 2010 au Kenya promulguée exige que le nombre de députés hommes n'excède pas les 2/3 des membres du Parlement. Un principe salué à l'époque comme un grand pas vers l'égalité des sexes. Mais dans la réalité, cette disposition n'a jamais été respectée dans un Parlement essentiellement dominé par les hommes. Les députés ont plusieurs fois rejeté l'application stricte de la dite décision. En n'appliquant pas la loi, le Parlement est coupable d'une violation flagrante de la Constitution, a déclaré l'un des juges de la Haute Cour. Il a aussi indiqué que les députés ont l'obligation constitutionnelle de promulguer cette loi dans les délais prévus avant les élections d'août prochain. Selon la haute juridiction kenyane, le non-respect de la loi pourrait déboucher sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Lors des dernières élections de 2013 au Kenya, 68 femmes ont été élues sur les 349 sièges de l'Assemblée nationale. Une avancée, mais bien loin des exigences de la Cour. Selon bien des analystes, le pays est toujours à la traîne derrière la majorité des pays de la région qui ont ouvert l'accès des femmes aux postes politiques. En Centrafrique, l'arrivée au pouvoir de Faustin Archange Touadéra avait suscité beaucoup d'espoir. Un an plus tard, les choses n'ont pas véritablement décollé, même si le président Touadéra a enregistré quelques succès. Après le départ de l'opération française Sangaris, la MINUSCA avec ses 10 000 casques bleus s'efforce toujours à contenir les groupes rebelles. Les combats entre groupes issus de l'Ex-Seleka, FPRC et UPC font toujours rage dans le centre et l'est du pays, malgré la volonté de la force onusienne de contrecarrer leur velléité offensive, notamment à Bambari. Pendant ce temps, l'administration, la justice ou la police demeurent toujours absentes de la majeure partie du territoire. Sur le plan humanitaire, 400 000 personnes vivent toujours dans des sites de déplacés et 450 000 sont réfugiés à l'extérieur, pendant que plus de 2 millions de Centrafricains ont besoin d'une assistance. Le plus grand succès du président Touadéra a été la promesse de financement de 2,2 milliards de dollars obtenue lors de la conférence des donateurs à Bruxelles en novembre pour son plan de relèvement du pays. La justice, elle, est en cours de formation avec la mise en place d'une cour pénale spéciale qui pourrait fonctionner avant la fin de l'année. Le réaménagement de l'ancien siège du RCD, le parti dissous de Zine El Abidine Ben Ali, est quasiment terminé. Le bâtiment situé à Tunis abritera bientôt des services de 3 ministères, a-t-on indiqué mercredi de sources officielles. Cette tour de verre de 17 étages, incontournable pour qui circule dans le centre de la capitale, est inutilisée et gardée par des militaires depuis la révolution de 2011, dont elle fut un des sites emblématiques. Renommé Tour de la Nation, l'édifice abritera aussi des expositions et la projection permanente d'un film sur l'histoire de la Tunisie, entre autres. Le responsable a par ailleurs relevé que les documents saisis dans le bâtiment après la chute de la dictature de Ben Ali étaient en cours de transfert aux archives nationales afin notamment d'être à la disposition des historiens. Fondé en 1988 par Ben Ali, moins d'un an après son arrivée au pouvoir, ce parti qui revendiquait plus de 2 millions d'adhérents, soit plus d'un cinquième de la population, a été dissous au printemps 2011 sur décision de justice. La mise en œuvre sans délai des engagements non satisfaits du protocole ITN gouvernement de 2012 et du protocole d'accord additionnel du 16 avril 2015
et l'ouverture des négociations sur les autres plateformes revendicatives en souffrance. Le respect sans délai des engagements signés avec les syndicats des enseignants, notamment Cause Niger Sinaseb, et l'ouverture des négociations franches et sincères pour aboutir à des solutions pérennes pour l'école publique nigérienne. Le respect de tous les engagements pris avec les syndicats sectoriels. L'arrêt immédiat des attaques verbales, des enlèvements, des arrestations, des harcèlements et des lynchages médiatiques des responsables syndicaux. Le respect des libertés syndicales, des lois et règlements de la République, plus particulièrement le statut général de la fonction publique. Le règlement définitif de la situation des travailleurs des municipalités, notamment ceux de la ville de Niamey. Le rétablissement des contractuels des municipalités de la ville de Niamey abusivement suspendus. L'organisation des concours d'entrée à la fonction publique propres, crédibles et dans la transparence afin d'éviter toute contestation et ou annulation après proclamation des résultats. La lumière sur les affaires Africard et Uranium Gate qui ternissent gravement l'image de notre pays. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, demande au gouvernement de faire face à ses responsabilités en créant des conditions d'apaisement du climat social, faute de quoi elle se donnera tous les moyens légaux pour défendre les intérêts matériels et moraux et professionnels plutôt des travailleurs. En l'espace de quelques jours, 4 bateaux étrangers pris en flagrant délit de pêche illicite au large de la Guinée-Bissau ont été arraisonnés avec l'aide de l'ONG Greenpeace. Dans une déclaration, le président bissau-guinéen José Mario Vaz a qualifié de grave ce phénomène de captation des ressources du pays. En référence à l'estimation de 93 navires en infraction en Guinée-Bissau avancée par l'ONG Greenpeace, José Mario Vaz a déclaré qu'avec les recettes de ces navires pratiquant la pêche illégale, il pourrait construire 90 écoles, des hôpitaux, des routes et résoudre beaucoup de problèmes dans son pays. Selon un communiqué de Greenpeace, le 21 mars dernier, 3 navires battant pavillon chinois appartenant à la même entreprise ont été identifiés et l'un d'entre eux a été arraisonné et conduit au port, tandis que les 2 autres ont réussi à s'échapper. Et c'est pour combattre la pêche illégale que l'ONG Greenpeace a remis aux autorités bissau-guinéennes 2 vedettes de 17 mètres de long de fabrication espagnole équipées d'un radar par satellite. Elle rappelle que la pêche illégale non réglementée et non déclarée en Afrique de l'Ouest, dite pêche INN, contribuerait à réduire de 300 000 le nombre d'emplois dans le secteur de la pêche artisanale. Rencontre de vérité pour le bureau de la section diaspora Modern Falumana au Nigeria. Militants et sympathisants nigériens soucieux du devenir du pays ont tous pris part à la rencontre dirigée par le coordinateur du bureau au Nigeria, Sieur Halarou Buhari, qui n'a pas manqué de louer les efforts des uns et des autres dans cette marche pour faire du Niger un pays de référence depuis l'extérieur. Plusieurs allocutions ont marqué l'événement, ce qui a permis à beaucoup d'intervenants de scruter la situation sociopolitique avec les dernières libérations des détenus politiques du parti à Niamey. Une déclaration du Bureau mondial de la diaspora a été lue par le secrétaire général Boubacar Namata, déclaration interpellant les autorités nigériennes à plus de clarté et au respect du droit. Le lundi 13 mars 2017 restera longtemps gravé dans les annales des chroniques judiciaires de notre pays. En ce qu'il a constitué la preuve concrète qu'au Niger, la justice n'est pas rendue au nom du peuple. Comment comprendre autrement le jugement au fond d'un dossier par la Cour d'appel, alors qu'il n'a jamais été jugé au fond par une cour inférieure, et l'arrêt expéditif du 13 mars pris seulement en 1 heure de temps, en absence des avocats. Une mobilisation générale et conséquente en vue de la restauration d'un état de droit et d'une démocratie véritable dans un Niger uni, juste et prospère.
Nouvelle réjouissante pour les défenseurs des espèces menacées de disparition. Le prix de l'ivoire vendu illégalement sur le marché chinois a baissé des 2/3 en 3 années. En plus, la demande dans les commerces légaux chinois est également en forte baisse. Ces statistiques sont le résultat d'une étude publiée mercredi par Save the Elephant. Le prix de vente total d'une défense en Chine continue de chuter depuis un pic récent de $2100 le kilo pour une défense moyenne de bonne qualité de 1 à 4 kilos au début de 2014. Le prix de vente a chuté à $1000 à la fin de 2015. Et récemment, dans le travail que nous avons fait, voici le chiffre pour le début de cette année, il est tombé à $730 le kilo. La raison principale est le ralentissement de l'économie en Chine. Du coup, les gens n'achètent plus de produits de luxe, comme des montres ou de l'ivoire d'éléphant, etc. Je crois que l'avenir de l'éléphant d'Afrique est entre les mains de la Chine. Principal consommateur mondial d'ivoire de contrebande, la Chine est à l'origine de la forte hausse du braconnage des éléphants en Afrique sur la décennie écoulée. La Chine a ainsi annoncé fin décembre que la vente et la transformation d'objets en ivoire seraient entièrement interdites d'ici fin 2017. Lutte contre la pollution atmosphérique. L'Inde a exclu mercredi la vente de plus de 800 000 nouvelles voitures. En effet, ces dernières ne respectent pas les nouvelles normes d'émissions polluantes. Une des mesures visant, d'après les autorités, à privilégier la santé publique par rapport aux bénéfices des entreprises. C'est la Cour suprême qui a mis un coup d'arrêt à la vente ou l'immatriculation de véhicules qui ne correspondent pas aux nouvelles normes de protection de l'environnement BS4. Une norme qui impose des moteurs plus propres et qui entre en vigueur le 1er avril. Il faut dire que l'Inde compte plusieurs des villes les plus polluées du monde. En 2014, New Delhi avait été désignée comme la capitale la plus polluée de la planète par l'Organisation mondiale de la santé. 5e marché automobile mondial, l'Inde a annoncé son intention de passer directement des nouvelles normes BS4 aux normes encore plus strictes BS6 d'ici avril 2020. En sautant l'étape intermédiaire BS5. La pollution de l'air est désormais responsable chaque année en Inde de 1,1 million de décès prématurés selon un récent rapport.